Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Les participants vont continuer d'entrer, mais comme on a un temps quand même un peu réduit, je vais tout de suite amorcer ce webinaire. Je suis Louise Bouchard, co-directrice scientifique de Force Santé, avec mon collègue Sébastien Savard. Je suis professeure émérite de l'École d'études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa. J'ai l'immense plaisir d'animer aujourd'hui notre tout premier webinaire consacré à un thème central, les données pour la recherche et la planification des services de santé en français. Alors, qui sommes-nous? Euh, Patrick, est-ce que tu peux avancer ton petit carrousel, s'il vous plaît? Oups. Alors, qui sommes-nous? Force Santé pour Francophonie, Observatoire de recherche collaborative sur la santé et les services en contexte minoritaire. Ce qui résume bien notre mission, c'est-à-dire observer la santé et les services en contexte francophone minoritaire, le faire en réseau de recherche collaborative avec pour objectif d'avoir un impact réel sur l'amélioration de l'accès, de la qualité, de la sécurité des services offerts aux communautés francophones en situation minoritaire. Alors, grâce à une subvention de 6 ans des Instituts de recherche en santé du Canada, donc 2024-2030, nous mettons en œuvre un programme de recherche structuré autour de deux grands volets de recherche: l'analyse des besoins de la demande et de l'offre de services et l'étude de l'impact des politiques, des modèles de pratique et des formations à l'offre active sur l'offre de services. Le tout est accompagné d'un troisième volet qui est la mobilisation des connaissances. Les données au service de l'équité linguistique pour nos travaux, nous avons obtenu du ministère de la Santé de l'Ontario l'accès à une base de données unique, la base de données sur les services de santé en français, la BDSSF, mise en place en 2018 et enrichie chaque année. Elle nous permet de croiser l'analyse de l'offre de services en français avec les besoins et la demande des communautés francophones en situation minoritaire. Une approche inédite dans une perspective d'équité linguistique en santé. Notre équipe est ainsi pionnière dans l'analyse secondaire de cette base de données et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui: comment les données peuvent soutenir la recherche et la planification des services de santé en français. Nous avons l'honneur d'accueillir 4 conférenciers qui illustreront ce potentiel d'analyse à la fois du point de vue de la recherche et de la planification. Chacun interviendra pour environ 10 minutes. Une courte période de questions suivra à la fin des interventions, donc plus ou moins vers 12h45. Alors, le premier intervenant est Normand Glaude, qui est depuis 2023 le directeur général du Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Il est aussi chercheur principal à Force Santé. Arrivé au réseau en 2018, il a d'abord agi comme consultant, puis comme chef des opérations d'ESI, où il a dirigé le développement de l'outil de collecte de données, de collecte et d'analyse des données et supervisé la production des rapports sur l'offre de services de santé en français dans plusieurs provinces et territoires. OSI est donc le précurseur de la BDSSF et vous pouvez retrouver tous ces rapports-là ainsi que ceux du Manitoba sur notre site web de Force Santé. Alors, Normand est diplômé en génie de l'Université d'Ottawa. Il compte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications, de la gestion de données et de la propriété intellectuelle, où il a occupé divers postes de leadership international. Engagé dans sa communauté, il siège à plusieurs tables et conseils consultatifs en santé, ainsi qu'à des conseils d'administration d'organismes communautaires dans les domaines éducatifs, récréatifs et artistiques. Il semble aussi qu'il soit un excellent musicien, important quand on veut faire face à la musique, comme ça nous arrive souvent.
Normand présentera la contribution du réseau à la création de la BDSSF, d'abord connue sous le nom de base de données DOSI, ainsi que son potentiel pour la planification des services de santé en français, en Ontario et au Manitoba. Notre deuxième intervenant est Joël Lafont, responsable provincial des services de santé en français à Soins communs Manitoba. Il est collaborateur aussi du réseau Force Santé. C'est un administrateur chevronné qui a œuvré depuis plusieurs années au sein du secteur de la santé francophone. Il a été directeur des services en français et gestionnaire chef d'équipe en santé communautaire de l'Office régional de la santé de Winnipeg. Il est membre du Collège canadien des leaders en santé, diplômé en gestion des ressources humaines et en leadership et gestion des services. Engagé envers la promotion, l'équité linguistique et la performance organisationnelle, il poursuit une mission claire: contribuer à un système de santé francophone plus accessible, inclusif et durable. Joël nous expliquera comment les données probantes soutiennent la planification et l'amélioration des services de santé en français au Manitoba. Suivra Patrick Timony, co-chercheur principal à Force Santé et au Centre de recherche en santé dans les milieux ruraux et du nord de l'Ontario de l'Université Laurentienne, où il a également obtenu son doctorat. Son programme de recherche porte sur l'accès et la qualité des services de santé en français, ainsi que sur les compétences linguistiques et communicatives des fournisseurs de soins de santé. Il s'intéresse particulièrement à la façon dont la concordance ou la discordance linguistique entre les professionnels de santé et leurs patients influence la qualité et l'expérience des soins et les résultats en matière de santé. Il mène aussi des travaux sur l'offre active de services de santé en français, son impact dans les systèmes de soins, ainsi que sur la mise en place et l'évaluation des programmes de formation à l'offre active. Patrick présentera le résultat d'une étude sur l'offre et la demande des services en français dans les soins de longue durée, réalisée à partir d'un sous-fichier de la BDSSF qu'on a obtenu dans le cadre d'une subvention précédente des IRSC. Enfin, Patrick Duong est un chercheur postdoctoral à Force Santé. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de la réadaptation de l'Université d'Ottawa. Patrick se spécialise dans l'analyse secondaire des grandes bases de données sur la santé, notamment à travers des comparaisons minorité-majorité sur les états de santé et les déterminants des maladies chroniques. Il est également responsable du développement de notre vitrine des données et nous fera découvrir une visualisation interactive de l'offre et de la demande en soins de longue durée à l'aide de la plateforme Power BI. Les deux Patrick vont intervenir en duo puisque leurs présentations se complètent mutuellement. Je les remercie tous chaleureusement pour leur participation. Je vous invite à écouter attentivement, à poser par la suite vos questions et à réfléchir avec nous comment mieux mobiliser les données pour renforcer l'équité linguistique et l'accès aux services de santé en français. Normand, à toi la parole pour les 10 prochaines minutes. Merci beaucoup. Au tout début, quand le réseau est devenu, tu peux commencer tout de suite à la prochaine. Merci. Au tout début, quand le réseau est devenu initialement une entité de planification, il y en avait 6 à l'époque, on se posait la question, oui, mais si on est une entité de planification, il nous faut de l'information pour pouvoir permettre de guider le système, de pouvoir guider le système pour justement faire des choix qui étaient nécessaires pour s'assurer d'avoir une belle planification pour les services en français. À l'époque, le réseau n'avait vraiment pas accès à ces données-là. Donc, il a entrepris de discuter, de former des alliances avec les Airlis. À l'époque, c'était les Airlis de Champlain et Airlis du Sud-Est. Ils sont redevenus une bredouille. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de données. Au fait,
j'ai trouvé une vieille présentation de l'époque et il y avait plein d'informations sur les différents déterminants de la santé, sur la santé de la population, etc., mais aucune variable linguistique. Alors, entrepris le travail de sensibilisation, et de sensibilisation pour tenter justement d'éveiller ce besoin-là, d'éveiller l'intérêt des gens dans ce besoin-là d'avoir accès à ces données-là. La prochaine, merci. Alors, ce qu'on s'est vraiment rendu compte à l'époque, c'était que oui, il y avait certaines données qui étaient disponibles. On a réussi à avoir certaines réponses. Donc, où vivent les francophones? Quels sont les attributs des déterminants sociaux de la santé? Euh, et sur le côté de l'offre, quels organismes étaient désignés en français? Et quels organismes sont identifiés pour éventuellement pouvoir le faire? Mais vous voyez qu'il y avait une tonne de questions auxquelles on ne pouvait vraiment pas répondre. Ça, c'est un petit inventaire de questions que j'ai trouvé soit dans ma tête, soit dans des présentations, soit dans des documents. Et je suis certain que cette liste-là, elle est trop courte, beaucoup trop courte. Alors, prochaine, merci. Donc, en 2014, on a réussi, avec le AirList de Champlain et le Sud-Est, de réaliser une étude sur la présence de données linguistiques dans les bases de données administratives. On avait démontré à l'époque que seulement 7 des 19 bases de données avaient des données, collectaient des données sur linguistique, mais qu'à l'époque de cette base-là, les données étaient soit inaccessibles ou soit inutilisables à cause de la piètre qualité. Donc, à ce même moment-là, le fédéral a investi de l'argent. Quand je dis le fédéral, je veux dire Santé Canada, a investi de l'argent dans la sensibilisation et ceci vient amorcer tout un mouvement national de collecte de l'identité linguistique dans les bases de données administratives. Non seulement les données de l'offre, mais également les données de la demande, ce qui inclut aussi la carte santé. Et, on se rappelle qu'en 2015, il y a eu une première variable linguistique. D'accessible, en fait, de mise en œuvre, qui était celle de l'île du Prince-Édouard. Le réseau, quant à lui, était fortement impliqué à l'époque dans un projet pilote de variables linguistiques qui a pris forme à l'époque. Merci. Prochaine. Alors, en 2015, OSI prend forme. Donc, il y a eu une première version de OSI à l'époque, c'était avec un fichier Excel qui était envoyé. De mémoire, là, il y avait environ 300 fournisseurs qui avaient participé avec un certain nombre d'entités à l'époque qui voulaient également participer à ça. Et le but, essentiellement, c'était de pouvoir recenser parmi les organismes désignés de pouvoir recenser parmi les organismes désignés et identifiés la capacité qu'ils avaient à offrir les services en français. À ce moment-là, on a développé également un cadre d'analyse. Le cadre d'analyse, le but était de déterminer, est-ce que la capacité de l'offre était adéquate en termes de AirList, donc au niveau régional, est-ce que ce niveau de responsabilité-là était bien distribué? Et deuxièmement, au niveau des organismes, on voulait être capable de déterminer lesquels fournisseurs devaient contribuer en termes de livraison des services en français et le niveau de responsabilité qu'ils avaient, donc avec la capacité d'offre, avec les identifiés qui avaient une certaine capacité qui était en développement via la désignation, et finalement les non identifiés, qui eux, en général, n'avaient pas nécessairement la capacité organisée, mais ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas des ressources humaines qui avaient des capacités à l'époque. Trois composantes de l'analyse, essentiellement le niveau de responsabilité. Un petit peu vite, je m'excuse, j'ai presque terminé. C'est ça. Alors, les écarts, les pratiques organisationnelles et les écarts de service. Donc, en termes de base de données qui en est découlé éventuellement, on a réussi à aller chercher, on avait imaginé cette base de données-là qui contenait les coordonnées des différents organismes, la clientèle francophone, donc quels francophones allaient visiter les organismes, en quel nombre, pas nécessairement s'ils étaient servis en français, mais au moins s'ils étaient identifiés, la façon qu'ils étaient identifiés. Il y avait également une mesure du continuum de soins. Une mesure du continuum de soins est loin d'être facile
il y a des niveaux un peu plus, un plus haut niveau, comme par exemple le, le secteur de soins, qui était vraiment une façon assez large, mais il y avait aussi l'utilisation des centres fonctionnels qui permettaient d'aller un peu plus en détail dans les services qui étaient rendus. Et finalement, les critères de désignation pour les organismes qui devaient les combler, essentiellement, qui est un reflet de certaines pratiques organisationnelles, euh, pour voir si non seulement le personnel bilingue était accessible et disponible, mais aussi si ce personnel-là était bien soutenu par des pratiques organisationnelles d'affichage, de formation, d'offres actives, etc. Et éventuellement, tout ceci contenait aussi les ressources humaines. Donc, les ressources humaines qui soit avaient des capacités en français, des capacités linguistiques, les compétences linguistiques, c'est-à-dire, et si elles rencontraient les critères pour les différents postes désignés. Et chez les non identifiés, simplement, si ces ressources-là existaient. Maintenant, la prochaine. Merci, Patrick. Donc, en 2017, OSI, le gouvernement de l'Ontario a signé un contrat avec le réseau pour la création du portail OSI qui a fait cette collecte-là de façon systématique au niveau de la province. Donc, environ 1500 ou les 1500 fournisseurs qui étaient financés à travers les AirList. Il y avait deux modèles, le modèle des désignés identifiés, qui est le modèle qui incluait, entre autres, à l'époque, 34 exigences de désignation. Et maintenant, aussi les non identifiés qu'on appelait aussi le petit frère, qui était vraiment une version simplifiée. Le but était d'encourager la participation des non identifiés parce que, ultimement, leurs obligations en matière de services en français étaient assez négligeables. De 2018 à 2021, il y a eu 4 collectes et 3 rondes de rapports qui ont été faites. 45 rapports ont été produits sur la capacité de l'offre. Et éventuellement, en 2022, le rapatriement de la collecte au sein du ministère sous la BDSSF. Et aussi tout récemment, en 2025, au courant de l'été, le rapatriement de la responsabilité des entités qui est allé maintenant au Centre des services de santé en français. Prochaine. Alors ici, un tableau de ce que le résultat de tout ça. Éventuellement, en Ontario, on a eu plusieurs collectes qui ont duré jusqu'en 2021 et ces collectes-là continuent à exister sous la forme de la BDSSF. Il y a aussi eu un travail d'étroite collaboration avec le Manitoba. Joël va vous en parler davantage. À l'île du Prince-Édouard aussi, le OSI a fait du travail à l'époque, incluant aussi la Saskatchewan et les territoires du Nord-Ouest. Alors, une belle collaboration avec ces différentes régions-là. Et puis, le travail essentiellement de OSI est allé plus large que juste en Ontario et le Manitoba. Ce qui fait qu'on a eu le luxe, si on veut, de travailler avec toutes ces organisations-là. Et la dernière. Alors, certains effets sur la planification. Donc, c'est bien, on a ces belles données-là. Est-ce que ça a changé quelque chose? Qui est une des grandes questions que nous, on avait, parce que l'objectif, ultimement, était d'améliorer les services en français. Alors, on s'est posé la question. Et puis, je vous dirais qu'il y a deux effets. Il y a des effets directs puis des effets indirects. Les effets indirects, c'est que la collecte systémisée, elle a un effet positif sur l'accès aux services en français parce qu'elle participe à la sensibilisation aux barrières linguistiques auprès des fournisseurs et des autorités. Elle permet aux gens sur le terrain de découvrir des lacunes au niveau local et d'agir pour les rectifier. Ce sont des choses qu'on voit de façon régulière. Elle permet aussi aux gestionnaires, aux autorités de resserrer leur processus administratif et de promouvoir la conservation des acquis. Ça, c'est quelque chose également qu'on a observé. Juste par le fait qu'on le mesure, les gens qui
qui participent à cette mesure-là réalisent qu'il y a certaines lacunes et qu'elles devraient être comblées. Toutefois, les décisions au niveau de la planification systémique, ces décisions-là sont beaucoup plus complexes parce que ce sont des politiques qui nécessitent souvent beaucoup de réflexion et sont plus longues à prendre. Donc, le travail qu'on a fait sur la planification, sur la collecte de données et les rapports qu'on a faits, d'une certaine façon, ça tarde un peu à avoir des effets systémiques, mais ça a énormément d'impact au niveau local et régional de par la participation des gens. Alors voilà, c'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup, Normand. Alors, nous passons à l'intervention de Joël Lafont. Excellent, merci beaucoup. Donc, c'est ça, je vais vous parler un peu de l'utilisation des données probantes dans la planification des services en français. Prochaine diapo. Donc, Soins communs est une entité publique. On est l'Office provincial de la santé du Manitoba. On est en existence depuis 2018, donc on est relativement nouveau sur le terrain. La raison d'être pour Soins communs, c'était de soutenir la planification provinciale des services de santé et le soutien opérationnel du système de santé. Donc, à l'époque, chaque office régional de la santé faisait leur propre planification clinique, leur propre planification des effectifs, ainsi de suite. Au Manitoba, on a vite réalisé que la planification en silo, de façon indépendante, était au détriment des soins des Manitobains. Parce que là, on avait beaucoup de disparités entre les services d'une région à l'autre. Donc, la création de soins communs a permis d'avoir une entité provinciale qui s'occupe uniquement de la planification clinique et de ressources humaines au niveau de la province. Donc, présentement, on a 18 000 employés qui travaillent à soins communs dans différents postes. Beaucoup des fonctions centralisées se retrouvent à Soins communs, mais on travaille en étroite collaboration avec les autres entités et les autres offices régionaux de la santé. Prochaine diapo. Donc, le Bureau de santé des francophones à Soins communs, on a un rôle assez particulier pour diriger, coordonner les services pour assurer la prestation de services de santé en français à l'échelle de la province. Donc, un peu à la lumière de la vision de soins communs, ce que nous, on fait chez nous, c'est qu'on s'occupe de coordonner, dans la mesure du possible, les services en français à l'échelle de la province avec nos partenaires puis avec les entités clés qui se retrouvent un peu partout dans la province. Donc, la carte ici, juste à côté, démontre, c'est une carte géographique qui démontre les différentes zones, les différents offices régionaux de la santé qu'on travaille de façon très étroite. À noter que tous sont désignés bilingues, sauf l'ORS du Nord, qui n'est pas présentement désigné bilingue, mais on travaille de très près avec les autres. Prochaine diapo. Donc, pourquoi est-ce que les données sont importantes pour nous? Ça vient vraiment à la base alimenter le plan clinique provincial. Donc, comme j'expliquais un peu tantôt, l'idée de soins communs, c'est de coordonner, de diriger la planification clinique. Mais essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on développe un plan clinique quinquennal pour aider à guider nos actions, nos interventions et les activités à l'échelle de la province. Donc, pour nous, un incontournable pour la planification, c'est les données probantes qui nous aident vraiment à développer des stratégies, des actions, des priorités. Mais c'est tout un devoir d'évaluer c'est quoi la demande, l'offre et la capacité du système à pouvoir offrir des services en français. Donc, c'est vraiment un petit jeu à se positionner et de justifier nos propositions à l'échelle de la province. Prochaine diapo.
Donc, le rôle de santé des francophones dans le plan est assez particulier. Donc, le plan clinique provincial est divisé en différents secteurs. Ces différents secteurs d'intervention dans le système de santé, par exemple, comme urgence, comme la- ce- voyons, santé primaire, ainsi de suite, donc ces différents secteurs d'intervention. Nous, Santé des francophones, ce qui est un peu unique, c'est que on n'a pas, disons, un chapitre ou un secteur d'intervention particulier. On est intégré dans l'entièreté du plan. Donc, la façon qu'on fait ça, c'est qu'on évalue un peu les tendances, les constats, les écarts, les opportunités qui existent et on se greffe à différents secteurs pour s'assurer que les francophones aient accès à des services en français de façon équitable et comme ça, il n'y a pas de disparité avec ce qu'on fait. Euh, Comment qu'on fait ça? Donc, on a plusieurs différentes sources de données qu'on utilise. Donc, on utilise évidemment des données démographiques. On a aussi accès à certaines données d'utilisation, donc qui sont limitées, j'avoue, mais on commence à avoir beaucoup plus d'infos à ce niveau-là. Les résultats en matière de santé, puis ainsi que la capacité des effectifs en ressources humaines. Donc, essentiellement, le nombre de positions désignées bilingues, le nombre de comblés, la capacité du système à offrir des services en français. Donc, avec tout ça, on essaie d'identifier, de cartographier les populations francophones, vraiment afin d'anticiper la demande dans la mesure du possible. Donc, c'est de voir si, y a-t-il des tendances, par exemple, la population vieillissante, y a-t-il des besoins émergents comme les besoins en santé mentale et dépendance, mais c'est de voir s'il y a des petits morceaux qu'on peut retirer de nos données afin qu'on puisse poser des gestes, des stratégies, des actions d'intervention pour adresser ces lacunes-là. Et l'autre composante aussi, c'était la question de la capacité ressources humaines. Donc, regarder à la capacité du système, sont où les forces, les faiblesses. Est-ce qu'on doit réajuster nos modèles ou les effectifs bilingues pour mieux desservir la communauté francophone? Donc, c'est toujours un ajustement continuel selon les tendances et les constats qu'on peut conclure avec les données à notre disposition. Prochaine diapo. Donc, évidemment, les propos, les décisions, les stratégies qu'on met de l'avant viennent pas de nulle part. C'est évidemment très objectif, basé sur les données probantes. On essaie de développer des indicateurs qui sont mesurables et vérifiables. Parce que l'autre aspect de tout ça, c'est, OK, c'est par rapport aux pratiques organisationnelles. Est-ce qu'il y a-t-il des lacunes, y a-t-il des forces, des faiblesses? Donc, on doit aussi évaluer la façon que les organisations offrent les services en français. Les données, super important pour renforcer la crédibilité de nos propositions. Ça facilite la justification avec nos partenaires, nos bailleurs de fonds et les autorités gouvernementales. Essentiellement, c'est un morceau qui est super important du business case, là. Donc, ça vient justifier le pourquoi. Aussi, avec tout ça, ce qu'on tente de faire, c'est de développer des modèles prédictifs, puis notamment avec le côté ressources humaines, d'identifier c'est quoi les besoins futurs et de planifier de façon proactive. Donc, si on voit une tendance, par exemple, que, tu sais, il y a de plus en plus d'infirmières qui prennent leur retraite, notre capacité bilingue pour cette profession-là diminue, ben, c'est quoi les étapes, c'est quoi les interventions qu'on doit faire pour adresser cette tendance-là. Donc, il y a tout ce devoir-là qu'on doit faire. C'est pour vraiment mesurer nos interventions pour voir si on avance ou non.
Puis évidemment, tout ça aide à améliorer les transitions et l'expérience du patient. Prochaine diapo. Donc, un peu comme j'expliquais tantôt, les données nous aident à un peu identifier c'est quoi les tendances et les vulnérabilités des populations. Donc, on peut retirer plusieurs différentes données pour venir voir sont où exactement ces lacunes-là. Donc, un exemple de ça, c'est, même avec au niveau des ressources humaines, il y a beaucoup de disparités entre une région et l'autre, la capacité. Donc, c'est aussi de voir comment on peut réajuster le tir afin d'offrir des soins qui sont un peu plus équitables à l'échelle de la province. L'autre chose aussi, c'est que les données, notamment les données en ressources humaines, viennent alimenter notre plan de ressources humaines. Donc, Soins communs est aussi responsable pour le plan provincial de recrutement et de rétention. Donc, avec toute l'analyse qu'on fait avec l'équipe Asie sur les tendances et sur les postes désignés bilingues, ça vient alimenter l'équipe de recrutement et de rétention afin qu'ils peuvent prioriser un peu les interventions selon les besoins du système. Donc, c'est très réciproque. Donc, c'est toujours en flux continuel, mais c'est très important afin qu'on ait une bonne perspective de c'est quoi les besoins sur le terrain. Prochaine diapo. Donc, ici, c'est juste un extrait de l'exercice ASI qu'on a fait en 2022. Donc, on a plusieurs différentes analyses, plusieurs différents tableaux, plusieurs données, mais c'est un bel exemple qui démontre un peu les postes désignés bilingues parmi l'habitant. Donc, cet exemple ici en particulier démontre un peu quelles régions sanitaires ont une bonne capacité et celles qui n'ont pas une bonne capacité. Donc, ça nous aide aussi à aiguiller le nombre d'interventions qu'on doit faire avec une entité versus l'autre. Donc, parce que l'objectif de Soins communs et du Bureau de santé des francophones, c'est que tout francophone, peu importe sont situés où dans la province, peut s'attendre à avoir un niveau semblable de service en français. Donc, si, par exemple, on voit que, il y a une région en particulier qui souffre beaucoup par rapport à sa capacité d'offrir des services en français, pour nous, c'est un bon indicateur à dire, OK, on doit intervenir davantage, on doit faire plus d'efforts, on doit développer des stratégies, des actions pour amener cette région-là ou ces services-là à la hauteur de la province, des attentes des francophones. Donc, c'est très, 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 très important de pouvoir faire des évaluations à ce niveau-là. Prochaine diapo. Ici sont d'autres extraits de données qu'on retire. Donc, à la gauche ici, puis désolé, le tableau est en anglais, mais c'est toutes nos données d'utilisation. Donc, ça, c'est vraiment high level comme données. Mais au niveau des services hospitaliers, ça fait quand même quelques temps qu'on identifie les gens qui souhaitent recevoir des services en français. Donc, on est capable d'identifier, voir c'est quoi la demande d'utilisation parmi nos sites. Donc, on peut aller par site ou par région ou par la province, mais ça nous aide à voir un peu c'est quoi les besoins réels sur le terrain. Puis, on a aussi la capacité de extraire ces données-là et de diviser par tranche d'âge et un peu voir c'est quoi les tendances démographiques et voir s'il y a plus de besoins dans une cohorte ou dans une autre. Le graphique à la droite ici
Au Manitoba, on a des services d'interprétation qui sont offerts de façon gratuite à tous gens qui ne parlent pas l'anglais, par exemple. Et les services d'interprétation incluent l'interprétation du français. Et ici, c'est juste pour démontrer que le français est toujours dans les top 5 parmi les langues les plus demandées pour les services d'interprétation. Et on peut aller beaucoup plus loin pour voir dans quel site où ce que les demandes d'interprétation ils sont demandées. Et pour nous, c'est un indice très fort pour dire, OK, s'il y a des demandes d'interprétation, des services d'interprétation, il y a probablement une intervention à faire afin d'offrir des services directs. Autrement dit, on peut-tu ajouter des postes désignés bilingues à ces sites-là pour justement qu'on puisse moins dépendre sur les services d'interprétation. Donc, c'est ce genre d'analyse-là qu'on fait dans la planification clinique afin qu'on essaie d'avoir une équité et un accès un peu plus standardisé aux services en français. Prochaine diapo. Et donc, finalement, vraiment pour nous, les résultats soutiennent l'évaluation des programmes, la mise en œuvre des modèles cliniques et le développement des politiques. Donc, au-delà de voir c'est quoi les besoins, ça nous permet aussi de mesurer l'efficacité de nos interventions. Puis ça, avec l'exercice ASI pour mesurer les pratiques organisationnelles, ça nous permet de voir si la stratégie qu'on a mis en place ou l'action qu'on a mis en place a eu un effet ou non. Et ça nous permet de pivoter aux besoins. Les données aussi nous permettent de développer des services qui sont beaucoup plus adaptés culturellement et linguistiquement. Donc, c'est comme avec les données d'interprétation, on peut rattacher ça aux nouveaux arrivants, puis on peut voir, OK, c'est quoi les besoins particuliers de cette population-là? Est-ce qu'il y a de quoi faire à assurer qu'on a la meilleure offre de services possible? Et finalement, ça informe beaucoup nos stratégies de recrutement, de rétention, de formation et de communication. Et j'oublie toujours, mais les données aussi aident à nous informer par rapport au développement de nos politiques. Donc, on a des politiques qui existent par rapport au service à la langue française, mais les tendances qu'on voit avec les données aident à renforcer nos politiques organisationnelles aussi. Donc, c'est sur multiples niveaux pour nous, c'est pas juste de la planification clinique, ça se présente un peu partout, mais tout ça pour dire que les données pour nous, c'est un incontournable. Merci. Vous êtes en sortine, Louise. Louise, vous êtes en sordine. OK. Excusez-moi, là, je parlais dans le vide. Le temps passe un petit peu vite. C'est un peu serré, finalement, d'essayer de faire un webinaire d'1 heure. Fait que sans plus tarder, les deux Patrick interviendront en duo sur l'illustration d'une étude qu'on a fait, à la fois, le type d'analyse et de méthodologie qu'on a et les possibilités de visualisation de ces données. Allez-y. Merci. Alors, tel que Louise vient de le mentionner, nous avons effectué une analyse de l'offre et de la demande des services de santé en français dans le secteur des soins de longue durée en Ontario. Donc, pour le côté de l'offre, nous avons utilisé les données sur le nombre et le type de foyers de soins de longue durée, ainsi que sur les compétences linguistiques du personnel qui travaille dans ces foyers. Et du côté de la demande, nous avons identifié la population ontarienne âgée de 65 ans et plus, ainsi que la population francophone âgée de 65 ans et plus, du même âge. Cette analyse aussi inclut une distribution géographique de ces foyers et de ces populations. Pour cette présentation, nous vous présentons les résultats au niveau des ARLIS, des réseaux locaux d'intégration de services de santé. Pour apprécier
l'écart entre l'offre et la demande. Nous avons aussi calculé des ratios, d'abord de foyers par 100 000 habitants à 65 ans et plus, ainsi que des ratios de personnel francophone par 1000 francophones de 65 ans et plus. Et ces ratios nous ont aidés à identifier les zones qui sont mieux desservies ainsi que ceux où on a certaines limites. Alors, moi, je vais vous présenter un peu l'étude et les résultats. Patrick va vous présenter ce qui est plus important ou plus intéressant, notamment la visualisation. Avant de continuer, je voulais juste vous présenter brièvement Power BI. C'est un logiciel développé par Microsoft. Alors, en termes simples, on peut le considérer comme une combinaison d'Excel et de PowerPoint. C'est un outil pour faire des tableaux de bord, comme un dashboard, pour analyser et visualiser des données sous forme de tableaux graphiques et cartes géographiques. Nous allons vous montrer quelques exemples sous peu. Les utilisateurs peuvent interagir avec les tableaux en sélectionnant, triant et filtrant les données. Ensuite, les tableaux de bord peuvent être partagés sur différentes plateformes, par exemple Teams, publiés sur un site web ou intégrés directement dans un document PDF ou PowerPoint. Alors, pour cette étude, nous avons concentré notre analyse sur l'Ontario. Évidemment, la BDSSF donne des données de l'Ontario. L'Ontario étant la province la plus peuplée du Canada, avec la plus grande population francophone hors Québec. Et quoique en Ontario, nous avons la loi sur les services en français, c'est important de noter que les foyers de soins de longue durée ne sont pas automatiquement assujettis à cette loi. Alors, les deux sources de données principales que nous avons utilisées, d'abord la BDSSF, évidemment, mais nous avons eu accès à une sous-ensemble de cette base de données. Et celle-ci nous a donné accès à des données sur les soins de longue durée, notamment leur nom, leur statut de désignation et les compétences linguistiques du personnel qui y travaille, ou au moins c'est les variables que nous avons analysées pour aujourd'hui. Et du côté de la demande, du côté de la population, nous avons accédé des données de Statistique Canada, pour avoir des données sur la population francophone âgée de 65 ans et plus. Et pour identifier les francophones, nous avons utilisé la première langue officielle parlée comme variable. Pour les foyers comme tels, dans la BDSSF et dans la loi sur les services en français, on a 3 niveaux de désignation. J'en dirai pas beaucoup, là, mais pour comprendre que les établissements désignés ont une obligation légale de pleinement offrir des services en français. Les établissements identifiés doivent offrir des services en français dans la mesure du possible et doivent travailler envers une pleine désignation. Et les établissements non identifiés n'ont aucune obligation légale d'offrir des services de santé en français. Pour le personnel, dans la BDSSF, les employés sont répartis selon 4 niveaux de compétences en français. D'ailleurs, avancé supérieur, intermédiaire, élémentaire et indéterminé. Pour cette analyse, nous avons considéré ceux qui ont un français avancé supérieur ou intermédiaire comme étant en mesure d'offrir des services de santé en français. Alors, c'est ce que je veux dire quand je dis le personnel francophone. C'est aussi important de noter que l'analyse du personnel est restreinte aux établissements désignés et identifiés seulement, et ce parce que, étant donné que les établissements non identifiés n'ont aucune obligation légale d'offrir des services en français, ils n'ont aussi aucune obligation de mesurer les compétences linguistiques de leur personnel ou de le rapporter. Alors, dans la BDSSF, il y a un manque d'informations sur les compétences linguistiques dans les foyers ou dans les établissements non identifiés. Et pour cette raison, nous les avons exclus de l'analyse. Alors, voici un premier tableau de résultats. Donc, ici, c'est simplement la distribution des foyers selon leur désignation. Et on peut voir que la région de Champlain et la région du Nord-Est ont le plus de foyers désignés avec 17 et 12 respectivement. On voit aussi que le Nord-Ouest a 14 maisons identifiées, donc quand même un bon nombre de maisons identifiées. On voit aussi que certaines régions, comme le centre-ouest, Mississauga-Halton, ont tous aucun foyer désigné ou identifié. De plus, ce tableau nous démontre aussi que dans toutes les régions, on a beaucoup plus de foyers non identifiés que de désignés identifiés. Mais en format tableau, ce n'est pas très intéressant, puis c'est difficile de vraiment apprécier où sont ces différents établissements. Alors, Patrick nous a préparé des cartes. Donc, ici, des cartes créées avec Power BI.
À gauche, les emplacements des foyers désignés sont indiqués par des points verts et les foyers indiqués sont les points oranges. Nous pouvons voir que les foyers désignés sont regroupés dans l'est de l'Ontario et dispersés dans le nord-est. À droite, la majorité des foyers sont non identifiés. Les points rouges sont principalement concentrés dans le sud de l'Ontario. Le problème ici, c'est qu'il y a trop de points. C'est difficile de bien voir la répartition. Alors, les points peuvent être regroupés pour mieux voir la répartition entre les régions. Il est également possible de zoomer pour voir plus en détail. Donc, la majorité des foyers non identifiés se trouvent dans la région de Toronto. Merci, Patrick. Alors, sur ce prochain tableau, nous avons démontré la distribution de la population francophone aînée, donc de 65 ans et plus. Encore ici, on peut voir que nos plus grandes représentations d'aînés francophones sont dans la région de Champlain, avec 19,9% des aînés étant francophones, et dans le nord-est, où on a 22% des aînés qui sont francophones. Encore ici, c'est plus facile de le voir sur une carte. Donc, voici la densité de la population francophone âgée de 65 ans et plus. Les francophones sont minoritaires dans la majorité de la province, mais il existe certaines poches de forte représentation de francophones, notamment le bleu foncé dans le nord-est, autour de Sudbury, et dans l'est de l'Ontario, près d'Ottawa. Il est important de noter, ce serait plus évident où sont les poches de forte représentation de population francophone si nous utilisons un découpage géographique plus petit, comme au niveau des subdivisions de recensement municipalité au lieu de RLIS. Okay. Maintenant, afin d'être capable de vraiment apprécier l'écart entre l'offre et la demande, nous avons calculé des ratios de foyers pour 100 000 personnes 65 ans et plus. Ici encore, on peut voir que les ratios les plus favorables sont dans la région de Champlain, avec 6,9 maisons désignées par 100 000 personnes, et dans le nord-est, où on a 9,5 maisons désignées par 100 000 personnes. On voit aussi que certaines régions, comme le nord-ouest, ont quand même un bon nombre ou un nombre assez une bonne représentation de foyers identifiés avec 30 identifiés par 100 000 personnes. Mais on voit encore qu'on a certaines régions comme le centre-est, Hamilton-Niagara, le sud-est et le sud-ouest qui ont tous une bonne représentation de foyers avec plus de 30 foyers par 100 000 personnes, mais ces régions ont soit aucune ou très peu de foyers désignés ou identifiés. Donc, ça nous donne des indices de où il y a un besoin qui est non comblé. Et c'est parmi d'autres régions, mais je vous donne certains exemples. Au milieu, le graphique montre le ratio de foyers pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus. La carte verte à gauche montre la densité des foyers désignés. La carte orange à droite montre la densité des foyers identifiés. Ces cartes nous permettent de comprendre que même si le ratio de foyers semble favorable dans le nord, dans son ensemble, quand nous superposons les foyers sur la carte, on voit clairement qu'il y a beaucoup de distance entre ces foyers et des régions qui doivent voyager pour accéder à ces foyers. Et finalement, pour mieux comprendre l'offre et la demande des fournisseurs ou du personnel francophone, nous avons calculé des ratios de personnel par 1000 francophones et du personnel par 1000 populations. Encore ici, on voit que Champlain et le Nord-Est ont la plus grande représentation de personnel francophone et les plus grands ratios de personnel francophone par 1000 francophones. On voit aussi que des régions comme Hamilton, Niagara, le Nord-Ouest et le Centre-Ouest ont tous une représentation quand même, c'est pas personne, là, on a quand même une trentaine ou plus de personnel francophone, donc tous des ratios de personnel francophone de 10 par 1000 francophones dans ces régions. Mais c'est aussi important de noter qu'à la droite, on a le ratio de personnel francophone par 1000 habitants, par 1000 populations. Et on voit que ce ratio est toujours beaucoup plus petit. Et c'est important de le noter parce que les francophones sont en compétition avec l'ensemble de la population pour accéder aux foyers identifiés, désignés et pour accéder au personnel francophone. Donc, ces ratios représentent un peu mieux la réalité des francophones qui essaient d'accéder à ces services.
La figure ou le tableau nous montre aussi que la région du centre, le centre-ouest, Mississauga-Halton et le sud-est, sud-ouest et Toronto-centre n'ont aucun personnel francophone. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun personnel francophone. On doit noter que puisque ces régions ont très peu ou pas de maisons désignées identifiées et que les maisons non identifiées n'ont pas besoin de rapporter le nombre de francophones, ce n'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'il nous manque de l'information pour connaître vraiment combien est-ce qu'il y en a dans les maisons ou les foyers non identifiés dans ces régions. La carte à gauche montre la densité du personnel francophone pour 1000 francophones âgés de 65 ans et plus. Nous pouvons constater que la densité de personnel francophones soit plus élevée dans les régions nord-est et Champlain, où la population francophone est plus importante. À droite, en jaune, les régions du nord-est et de Champlain sont encore plus foncées, ce qui signifie qu'il y a encore une ratio relativement plus élevée de personnel francophones pour la population générale âgée de 65 ans et plus. Cependant, dans les autres régions, nous voyons que la densité est très pâle, indiquant que le ratio est beaucoup plus faible. Alors, en conclusion, ces analyses nous ont permis d'identifier que les services en français dans les foyers varient considérablement d'une région à une autre. On a certaines régions qui ont un accès assez favorable, comme Ottawa et le Nord-Est, et d'autres régions où il y a des lacunes importantes, quasiment partout autre en province, pour être honnête. Mais c'est important de noter que même si les régions où la présence de foyers désignés et de personnel francophone semble favorable, cela ne veut pas garantir qu'on va avoir un accès équitable à ces services dans les foyers. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, comme on l'a mentionné, les francophones sont en compétition avec le reste de la province et les foyers désignés n'offrent pas des services uniquement aux francophones. Donc, c'est très possible qu'on ait des lits désignés francophones qui sont remplis par des non-francophones, qui veut dire que les francophones ont moins d'accès. De plus, il y a certaines contraintes qui ont été ajoutées avec la loi de 2022 pour plus de lits et de meilleurs soins. Donc, selon cette loi, les hôpitaux peuvent choisir de placer un patient dans un foyer de longue durée sans leur consentement. Et souvent, la décision est faite sur quel est le foyer, le prochain foyer disponible où il y en a un espace. Et on ne choisit pas nécessairement le foyer où on peut recevoir des services qui sont concordants sur le plan linguistique. Donc, il n'y a aucune garantie que l'hôpital va placer un francophone dans un foyer désigné. Et finalement, le simple fait qu'on a une forte demande pour des foyers désignés, puis il y a vraiment une limite aux foyers désignés, ça veut dire que ces foyers-là sont en forte demande. Et donc, même si on a un foyer désigné à proximité de chez nous, ça ne veut pas dire qu'on va y avoir accès quand on en a besoin parce que les chansons, c'est en forte demande et que ces lits-là sont déjà remplis. Alors, même si on a un accès, on semble avoir un accès local favorable, ce n'est pas toujours traduit dans un accès réel. Nous avons aussi identifié certaines lacunes. Avec la BDSSF, je vois que le temps nous écoule, alors je ne vais pas prendre le temps, mais je vous encourage d'aller lire notre rapport où on en parle encore plus en détail, parce qu'on veut terminer avec une petite démo de Power BI. Donc, nous allons passer à travers vite quelques images pour démontrer un tableau de bord créé avec Power BI. Notez que ceci est un travail en cours. Nous remercions l'équipe de recherche informatique Data Hub de l'Université d'Ottawa pour avoir aidé dans ce projet. Donc, voici un aperçu général du tableau de bord. À gauche, la carte des foyers désignés et identifiés comme vu avant. Sur la droite, nous affichons les mesures importantes de la population francophone âgée de 65 ans et plus, en pourcentage de la population totale. Au milieu, le nombre de foyers et le ratio pour la population. Et en bas, le nombre d'employés francophones et le ratio pour la population. Actuellement, nous voyons la carte et les mesures pour l'ensemble de l'Ontario. Dans ce tableau de bord, on pourrait faire une sélection, par exemple, sélectionner Champlain. Ensuite, les mesures à droite ont changé pour afficher juste la région Champlain. On pourrait faire plusieurs sélections, par exemple Champlain et le Nord-Est. La carte et les mesures ont changé pour refléter ces deux régions ensemble. Les cartes en Power BI offrent la possibilité d'afficher des étiquettes et plus de détails, par exemple les routes, les villes, d'autres éléments topographiques. On zoome sur Champlain. Puis nous voyons la région d'Ottawa, les principales routes, les rivières. Ces détails aident à interpréter les cartes afin de mieux apprécier les obstacles au déplacement. On zoome sur la région nord-est.
nous voyons la région autour de Sudbury. Il y a moins de routes, donc les gens peuvent avoir besoin de voyager de plus longues distances pour accéder aux services. La carte thermique de la densité de la population francophone. Si le tableau présente ces données, en particulier le pourcentage de francophones, qui est beaucoup plus élevé dans le nord-est et à Champlain, il est possible d'afficher uniquement ces régions sur la carte et dans le tableau. La carte des foyers désignés, ces foyers se trouvent seulement dans le nord-est, à Champlain, sud-est et Hamilton. Donc, nous pouvons sélectionner uniquement ces régions pour la carte et le tableau. La carte des foyers identifiés, bien que le ratio soit le plus élevé dans le nord-est, dans le nord-ouest, le nord-est compte plus de foyers identifiés. Finalement, la carte de personnel francophone. Champlain compte un plus grand nombre de personnels francophones, tandis que le Nord a un ratio de personnels francophones plus élevé. En fait, nous pouvons afficher uniquement les régions avec des données sur le personnel francophone. Merci Patrick. Alors voilà la petite démo de qu'est-ce que Power BI pourrait avoir de l'air sur notre site web. Et maintenant, pour faire la clôture de la session, je retourne à Louise. Ben, écoutez, c'est vraiment des présentations absolument pertinentes et intéressantes. Malheureusement, on est obligé d'abandonner la période des questions. Écrivez-les. On va se faire un plaisir de vous répondre. Alors, merci beaucoup, beaucoup à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On le voit bien, les données sont essentielles pour mieux comprendre et mieux planifier les services de santé en français en contexte minoritaire. Avec des ressources comme la BDSF en Ontario et la base OSI au Manitoba, nous disposons déjà d'outils précieux pour avancer et l'ajout de l'identité linguistique sur la carte santé, là où c'est possible et espérons-le bientôt en Ontario, renforcera notre capacité d'analyse. Mais pour aller plus loin, il faudra collectivement envisager la création d'une infrastructure nationale de données sur la santé des francophones. Une structure qui permettrait de suivre de façon continue les besoins, d'encourager de nouvelles collectes de données et de mieux soutenir la planification des services en français. C'est un projet qui dépasse le travail d'une seule équipe. Il repose sur une collaboration élargie entre nous tous, de la recherche, du gouvernement, de la communauté. Ensemble, nous pouvons réellement contribuer à un système de santé plus équitable, plus accessible et plus durable pour les francophonies minoritaires du pays. Merci encore de votre présence, de votre intérêt, de votre engagement. Un merci tout particulier à Christelle Pelbois et Dominique Lerouzès pour l'organisation de ce webinaire. À très bientôt et vraisemblablement le prochain webinaire serait en février, co-organisé avec la Société Santé en français et il portera sur la norme de qualité de service, la norme HSO. Alors, au plaisir de vous retrouver bientôt. Suivez-nous. Nous sommes en action, Force Santé, en fait, et avec force pour vous et à bientôt. Au revoir.